et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de politique fédérale et avec nul autre que l'élégant et sympathique député du comté Lac-Saint-Jean pour le Parti libéral, M. Richard Hébert, ancien maire de Beaumississini. D'ailleurs, bonjour, Pierre, Hébert. ça va bien? Ça va bien, toi? Écoute, quand tu m'invites à ton émission, je suis toujours impatient et heureux de venir pouvoir te jaser un peu quelques minutes et surtout pouvoir donner de l'information auprès de tes téléspectateurs qui sont aussi un peu mes électeurs. Budget. Oui. Le budget est déposé. Grosse histoire. On sait que c'est un budget avant l'élection qui s'en vient à l'automne prochain. Les journalistes et spécialistes l'ont qualifié de n'étant pas un budget bonbon, quand même. Je trouve intéressant. Bon, on a vu d'ailleurs au provincial l'année passée que ça ne fonctionne pas nécessairement quand on fait des budgets bonbons. C'était quoi les objectifs du budget? Puis quelles mesures, concrètement, là, pour tes électeurs, là, les gens de la MRC Maria-Chapdelaine, quelles mesures est-ce que c'est bon pour la région, pour la MRC, en fait? D'abord, Pierre, on sait que c'est un budget électoral et non électoraliste. Oui, on fait Ce budget-là est dans le prolongement des derniers budgets qui ont été présentés par M. Morneau. La preuve étant, le budget qu'on a mis en place, qui est encore dans la continuité, permet de prouver que le gouvernement fonctionne bien. Je vous donne un exemple. On a créé plus de 900 000 emplois au cours des dernières années. Le taux de chômage est le plus bas. M. Morneau nous disait, avant de le livrer correctement auprès de la Chambre, il nous disait, mais pourquoi je changerais? Le budget fonctionne. Les preuves sont là. Il y a de l'emploi qui se crée. Avec les dernières années, avec l'allocation canadienne pour enfants, on a sorti 315 000 enfants de la pauvreté. Alors, c'est quelque chose d'important. Et puis, juste dans mon comté, c'est 5 600 000 $ par mois qui sont remis aux familles. Alors, ce n'est pas une chose d'impôt, là. C'est de l'argent qui est remis dans les poches des jeunes familles pour pouvoir permettre justement de combler là, des fois pour acheter des patins ou pour aider les jeunes à pouvoir sortir de la pauvreté. Je pense que ça, c'est un bon point. Et le budget aussi a pensé à plusieurs aspects. Je commence par l'histoire des producteurs laitiers. Oui. Je me souviens, là... Oui, mais ça, c'est une grosse affaire. C'est un gros morceau. Ouais. Quand M. Trudeau, accompagné de Mme Freeland, a dit qu'il avait dû céder 3,9 de la gestion, sur la gestion de l'offre. Je vous rappelle que ça fait maintenant près de 9 et quelques pourcents. Il reste encore 90 %. Il a dit qu'il allait compenser de manière juste et équitable les producteurs laitiers. Et la réponse était là. C'est 3,9 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Ça fait grosso modo plus ou moins 400 millions par année. OK. Donc, pour les producteurs laitiers. Pour les producteurs laitiers. Il y a aussi 1 milliard de plus qui est ajouté pour la gestion des quotas, pour pouvoir réacheter les quotas. Donc, le budget a répondu aux attentes. Du côté de la forêt, il y a des argents qui ont été aussi consentis. Je ne voudrais pas vous lancer les chiffres parce que ça, il y a quelque chose pour la forêt aussi. Il y a eu quelque chose, moi j'avais demandé entre autres pour la connectivité, l'Internet et le téléphone cellulaire. On a ajouté encore des montants extrêmement importants qui fait que d'ici 2022, 90 % des foyers au Canada seront branchés. D'ici 2026, on parle de 95 % des foyers et à l'échéance, en 2030, il va y avoir 100 % des foyers au Canada qui vont être branchés sur Internet. Tu sais, Pierre, qu'aujourd'hui, l'Internet et la connectivité, c'est aussi important que l'électricité dans le temps du Plessis. Oui, clairement. On est rendu là aujourd'hui. Pour une petite entreprise de Notre-Dame-de-Lorette qui veut exporter et qui veut être branchée sur le reste du monde, il faut qu'elle soit branchée sur un réseau qui est convenable. C'est malheureux qu'il y ait encore des poches où ça ne passe pas. Mais il reste une chose à considérer. Le Canada est un grand pays avec peu de monde dedans. Oui. On sait que c'est un des plus grands pays au monde en superficie. On a une population de 36 millions, 37 millions. Donc, il en reste encore du travail à faire. Et je pense que notre gouvernement a bien compris l'importance de la connectivité. Il y a eu aussi de l'argent pour aider un peu la crise de la main-d'œuvre. Je m'explique. Qui est une crise, une grave crise. Qui est une très grave crise. Oui. On a pour le supplément de revenu garanti, c'est-à-dire qu'une personne qui reçoit des pensions de vieillesse, il peut gagner 5 000 $ de plus sans toucher à son supplément de revenu garanti. À l'heure actuelle, ce qui se passait, c'est que la personne qui voulait gagner un peu d'argent, mais surtout donner des heures à la collectivité, que ce soit dans un restaurant, dans une quincaillerie,
Malheureusement, il était très pénalisé. Il était mieux de rester chez lui que d'aller aider l'entreprise en question. Ouais. Donc, on a eu un aspect important pour ça. On a eu évidemment de l'argent du côté du tourisme, le tourisme hivernal, Oui. le tourisme culinaire, le tourisme autochtone. Donc, il y en a eu dans différents points. Le budget a été intéressant parce qu'il a pensé à l'ensemble des gens. Évidemment, ça prend toujours le temps de se mettre en place. On a été critiqué un petit peu au sujet de le fait que la connectivité, ça arrivait un petit peu tard. Rome ne s'est pas construit dans une journée. Non. Pour les médias. Mais c'est parce qu'aussi, clairement, l'ancien gouvernement provincial avait promis ça il y a 5 ans et 4 ans plus tard, il ne s'était rien passé. Fait qu'il faut comprendre aussi les gens. Je comprends l'impatience des gens, c'est tout à fait normal. C'est pas normal qu'un gars à Toronto ait de l'Internet à 100 quand un gars à Saint-Stanislas, il y a de la misère à pogner, ou encore, je pense, au Lac-Noir, au nord de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, aussi, je voulais revenir sur l'aspect des médias. Oui. On avait dit qu'on allait aider les médias dans la crise difficile qui traverse par rapport au Google, on appelle ça GAFA, Google, Alphabet, Facebook et Amazon. On a pensé aussi à ce secteur-là. Donc, les journalistes ou les organisations de presse, ça va être des organisations un peu, des organisations charitables. Donc, on va pouvoir investir, chacun, toi, tu pourrais investir dans le Journal de la presse de Montréal en les aidant. Donc, il y a eu... investir dans la télé communautaire. Bon, d'accord. C'est correct. Il peut aider jusqu'à... C'était bon. 45 qui souhaitaient. On est arrivé C'était 35 on est aux alentours de 25 Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Un budget, c'est toujours quelque chose qui donne de l'espoir, mais il faut aussi que ça aide les familles. Alors, le gouvernement, et là, je vais clore sur l'histoire, c'est qu'on a investi dans les Canadiens et les Canadiennes. Que ce soit l'allocation pour le travail, l'allocation canadienne pour les enfants, que ce soit le supplément de revenu garanti dont je te viens de parler. On souhaite évidemment avoir un peu plus d'afflux de personnes pour combler les 117 000 emplois qui sont à pourvoir au Québec. C'est 430 000 emplois qui sont à pourvoir au Canada. On fait face à une crise difficile par rapport à la main-d'œuvre et ça ne se réglera pas malheureusement dans les prochaines semaines. Ça va prendre quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs qui disent bon, mais vous aviez promis un retour à l'équilibre budgétaire. Là, on est encore dans les déficits. Puis on sait qu'en plein emploi, normalement, les théories économiques nous disent que c'est le moment, là, justement, d'arriver à un équilibre budgétaire. Oui. Qu'avez-vous à répondre à ces gens-là? Parce que c'est clair, dans la vie, moi, je dois arriver, là, dans ça, mon budget doit être équilibré. J'ai à répondre ceci. Oui. La pente de la dette est en descendant. Par rapport au pays du G7, on est dans un ratio comparable. Il y a aussi une autre chose. Je vous donnais un exemple à quelqu'un. Je disais, moi, si je ne m'étais pas emprunté de l'argent dans ma vie, je n'aurais jamais rien eu. Mon père, il était de l'époque où il ramassait son argent et il achetait lorsqu'il avait tout l'argent. Ouais. On n'est pas été élevé dans cette méthode-là. Zéro. Donc, on emprunte et on remet. Le gouvernement du Canada a un budget qui oscille aux alentours de 400 milliards annuellement. On a aussi des ressources naturelles importantes. Donc, on n'est pas inquiet par rapport à ça. C'est vrai que nos détracteurs disent, vous aviez promis l'équilibre budgétaire. Mais à l'heure actuelle, la population est au travail, ça fonctionne. L'économie vire, on va dire, pas en surchauffe, mais l'économie va à plein. Pourquoi qu'on changerait de méthode? Pour ce qui est du déficit, on aura toujours le temps de pouvoir le résorber. Et malheureusement, l'opposition d'en face, il crie au scandale. Mais moi, je me rappelle les 10 années du gouvernement précédent, le gouvernement Harper, quand ils ont tout coupé. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert. Je fais juste à penser de sauver 300 et quelques millions pour l'histoire de la paye des employés du gouvernement. On appelle ça le scandale Phoenix. Soit à l'heure actuelle, on va aux alentours d'1 milliard pour régler le problème, puis il n'est pas réglé encore. Ouais. Ça, c'est pour pouvoir sauver des montants. Donc, je pense que lorsque l'économie tourne à plein, que les travailleurs sont au travail, que les familles, les jeunes sont sortis de la pauvreté, je pense que c'est un bon budget. On peut accepter d'avoir un certain déficit, mais je vous le répète, c'est sur une pente descendante. Dans les prochaines années, ça sera résorbé. Bien, merci, merci. Parlons maintenant du comté ici, oui. De la MRC, la forêt. Oui. Tu en as parlé un peu plus tôt, oui. Mais moi, je veux qu'on revienne sur toute l'histoire de la forêt, de la préservation du caribou forestier. Parce que là, il est sorti des affaires, on a entendu des choses, c'est inquiet, on vous a entendu d'ailleurs dans les médias. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi long? Tu sais, ça fait quoi? Ça fait longtemps là, que la crise forestière existe. Là. Oui. Et puis, à l'époque où c'est arrivé, bon, on a donné un peu d'argent, mais on a préféré sauver l'industrie automobile. Je ne reviens pas sur ce choix-là, mais on voit ce qui se passe avec l'industrie automobile aujourd'hui. Je pense qu'on aurait dû mettre peut-être notre argent dans la forêt.
Mais là, l'histoire du caribou forestier, Oui. c'est long à régler. Oui. Là, les gens ont hâte d'avoir des réponses. Oui. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. La protection de l'espèce menacée qui s'appelle le caribou forestier, c'est la responsabilité du Canada de pouvoir le protéger. Mais la responsabilité d'établir le plan de protection, ça revient aux provinces. Moi, ça fait depuis 2009 que j'entends parler de ça. Quand j'étais conseiller municipal, j'étais pro-maire dans une période et j'ai entendu parler du caribou forestier en 2009. Je connais assez bien le dossier du caribou. Tu le connais personnellement? Oui. Il s'appelle Roger. Roger, en tout cas, fait pas. Ça me préoccupe parce que moi, je disais toujours, c'est bien beau de protéger l'espèce de l'ongulé, mais aussi une espèce en voie d'extinction qui s'appelle le travailleur forestier avec sa boîte à lunch vide. Donc, le plan d'application pour le protéger dans les zones, il faut qu'il y ait des études beaucoup plus, qui soient mises à jour. Et quand on parle des études qui datent de 10, peut-être 15 ans, puis qu'on veut arrêter la coupe forestière dans le plus grand parterre forestier au Québec, il est ici, au nord du lac Saint-Jean. Alors, c'est comme si on nous empêche de cueillir des bleuets. Ouais. Les arbres, ils sont là. Quand on les coupe, on ne tue pas la forêt, on aide à régénérer la forêt. On sait qu'un arbre, ça capture du carbone jusqu'à une certaine période, mais quand il devient trop vieux, il rejette dans l'atmosphère le carbone. On l'a vu lorsque j'étais maire de Dolbeau-Mistassini, on a fait des marches. Vous savez, la table qui est en bois ici, elle récupère du carbone à l'heure actuelle. Donc, c'est important de continuer la coupe forestière et de replanter. Il ne faut pas oublier le plantage. Et moi, ce qui m'a un peu fâché, quand j'ai su que les études dataient de plus de 10 ans, comment est-ce qu'on fait pour appliquer un remède à une personne quand ça fait 10 ans que c'est passé? Mais moi, je ramènerais la question. Oui. Là, si ça fait 10 ans que ces études-là, pourquoi on n'a rien fait il y a 10 ans? Pourquoi? Tu sais, là, moi, c'est là, à un moment donné, là, ça nous prend des solutions. Là. Puis j'ai entendu la députée de Roberval, Mme Guillemette, qui a annoncé, pas plus tard que cette semaine, que les argents qui ont été consentis pour le rétablissement, c'est pas pour compenser les entreprises qui vont souffrir, c'est pas ça. Puis nous autres aussi, le gouvernement du Canada, on a mis de l'argent. C'est pour pouvoir produire des études beaucoup plus sérieuses. Parce que la population de caribous dans certains endroits, elle a doublé et il y a une perturbation anthropique. C'est-à-dire qu'il y a des opérations forestières, puis le caribou a doublé dans certains endroits. Ouais. Comment se fait-il? Est-ce qu'il faut se poser la question au sujet des changements climatiques? Moi, Pierre, là, je reste dans le coin ici depuis plusieurs années, des chevreuils, je n'avais jamais vu. À ça, on en voit. Le changement climatique, c'est la question numéro 1 qu'on devrait toujours être. Puis déjà, notre gouvernement, nous, on est pour le prix sur la pollution. On met de l'argent, on veut que les gens payent. L'opposition d'en face, ils appellent ça un carbon tax. C'est pas une taxe sur le carbone, c'est un prix sur la pollution. Oui, oui. Et puis, moi, récemment, quelqu'un m'a dit qu'il a heurté un chevreuil dans le bout de l'aéroport. Alors, le chevreuil, il pousse le caribou. Le caribou, lui, il vient un petit peu mêlé dans son histoire ou dans son chemin. La présence de l'orignal, le loup, qui est un prédateur, c'est peut-être ça qui cause la diminution du nombre de caribous. Ce n'est pas une espèce qui est aussi robuste qu'un orignal. Alors, quand le chevreuil vient jouer d'un plate-bande du caribou, le caribou se déplace. Donc, je pense qu'il faut faire des études beaucoup plus approfondies avant d'établir le plan de protection. Et ce que Mme Guillemette, ce que j'ai entendu, le plan de protection, il va être aux alentours de 2021. Ça veut dire qu'il faut encore faire des études approfondies pour pouvoir protéger cette espèce-là. Parce que, là, je me rappelle le discours des industriels forestiers. En quelque part, dans le nord des États-Unis, il y avait la mouette tachetée qui disparaissait. Puis ils se demandaient pourquoi. Alors, certains ont dit c'est à cause de l'industrie forestière. Ils ont arrêté l'industrie forestière, puis ils sont aperçus 2 ans plus tard, après que la ville était presque fermée, que c'était la mouette rayée qui était le plus grand perturbateur de la vie de l'autre mouette. Donc, il faut être très prudent dans le remède, de la manière qu'on l'applique. Il faut protéger l'espèce, mais il faut aussi protéger les emplois qui sont reliés à la forêt. J'espère que quand ces études-là vont sortir, qu'on n'attendra pas 10 ans avant de commencer à mettre un plan d'action. Normalement, en 2021. Parce que là, si on attend encore trop longtemps, ça va prendre des nouvelles études. C'est qu'à un moment donné, là, on a hâte. Là, les forestiers ils ont hâte d'être sécurisés, en fait. Puis, il n'y a rien de pire pour un industriel ou pour un forestier de ne pas avoir de prévisibilité. Quand il se présente à la banque et qu'il veut acheter de la machinerie, le gars, il dit « Tu n'as pour combien d'années à couper du bois? » Je ne sais pas, parce que probablement que le gouvernement va m'empêcher que. Puis si on fait tant d'efforts pour pouvoir la protéger, l'espèce, parce que si on ne fait pas attention à notre affaire, les environnementalistes ou les activistes, comme le disait, je me rappelle la phrase de M. Garneau, ils vont nous traîner en cours, puis on va perdre. Te rappelles-tu le fameux petit batracien, la petite grenouille là, qui a empêché du développement dans l'Anaudière ou quelque chose de genre? On ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Alors moi, de mon poste de secrétaire parlementaire, j'ai beaucoup plus de traction et beaucoup plus de discussions avec Sean Fraser, avec Mme McKenna. Et ce qu'elle me dit, puis je veux rassurer la population, il n'y a pas de décisions qui vont être prises de notre part
pour fermer des communautés forestières, comme exemple de Boumistazini, Girardville, Saint-Thomas, toutes ces places-là. Moi, en tout cas, je veille au grain, je surveille mon affaire, et à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui parle du caribou, je suis là. Et ils sont tannés de m'entendre parler du caribou, mais je vais persister à avoir des bonnes réponses, puis surtout protéger les emplois qui sont reliés à ça, parce que sans ça, de Boumistazini ferme demain matin. Ah, merci, ça n'arrivera pas. J'espère. Je travaille fort pour ça. Ouais. Surtaxe acier aluminium, on fait quoi avec ça? Là, je sais que c'est pas toi personnellement qui va... Non. Vous savez, notre voisin du Sud s'est levé un matin pour nous mettre de la pression. Il a décidé qu'il allait mettre une surtaxe au point de vue de la sécurité. Il a invoqué un... On a toute la même opinion un peu. C'est pas sérieux, cette affaire-là. Okay. Quand on pense que les chars d'assaut sont faits en acier et les avions sont faits en aluminium, je ne comprends pas pourquoi ça menace la sécurité des États-Unis. Surtout que le Canada menace la sécurité des États-Unis, en tout cas. Bon. M. Trump, on voit qu'il veut rétablir l'ordre mondial et devenir encore le champion. La Russie puis la Chine, ils commencent à trouver qu'il y a un partenaire un peu difficile. Mais pour ce qui est de la surtaxe, quand ça nous a été imposé, on a imposé tout de suite des frais comparables qui montent à 16 milliards. La surtaxe, ce que je disais, c'est comme la grippe. Tu ne veux pas pogner, mais un coup tu l'as, il faut que tu te battes pour t'en débarrasser. Madame Freeland, ce petit bout de femme extraordinaire qui tient son bout, elle est vraiment très, très engagée dans le but de faire disparaître cette surtaxe-là. Je rencontrais des gens des syndicats de l'aluminium récemment qui me disent « Soyez bien attentifs avant de signer quoi que ce soit pour voir sur la surtaxe. » Moi, je voudrais qu'on l'élimine tout de suite. Ouais. C'est pas ça qui va se produire. Il va y avoir encore des négociations. Mais Mme Freeland, ce qu'elle me disait récemment, c'est qu'elle a bon espoir que ça puisse enlever dans le meilleur délai possible. Mais je ne veux pas vous donner de date. Moi, j'ai dit l'autre jour, avant la cueillette des bleuets, je souhaiterais qu'on puisse enlever cette taxe-là. Parce que présentement, autant la population ici que les industriels, les petites et moyennes entreprises souffrent de cette surtaxe-là, autant les industriels américains commencent à en souffrir aussi. C'est ça mon point. Ben voyons, je m'en venais, je te voyais. Les études nous démontrent que c'est aussi une mauvaise taxe des deux côtés. Mais M. Trump est une personne imprévisible. On ne sait pas quel est son agenda là-dedans. Mais malheureusement, ces taxes-là, ils sont là présentement, mais on travaille d'arrache-pied pour pouvoir les enlever parce que, particulièrement ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans mon comté, écoute, on a des industries d'aluminium et d'acier, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, on continue à mener le combat. Présentement, les Mexicains s'en viennent de notre côté aussi. Oui. Ah, là, moi, je pense qu'avant de re-signer ou de signer officiellement ce papier-là, il va falloir qu'il y ait des mises au point qui soient faites et qu'on enlève la surtaxe. On travaille de concert présentement avec les Mexicains pour faire abolir cette taxe-là qui nous pénalise énormément. Énormément. Pour les travailleurs aussi, pour les petites entreprises. Parfait, merci. Ça éclaircit ça. Producteur laitier, tu en as parlé un peu. Il y a de l'argent qui est mis, mais est-ce qu'on sait comment ça va fonctionner? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que oui, il y avait une enveloppe qui était là. Mais de l'autre côté, j'écoutais les producteurs qui disaient oui, mais c'est pas clair sur comment ça va fonctionner, comment on va nous protéger. Je ne t'inventerai pas une réponse. Parfait. Les mécanismes sont en train de se mettre en place. Ils sont pas encore... On ne le sait pas. C'est normal qu'on ne le sache pas. L'argent est là. Okay. M. Morneau l'a dit, ne vous inquiétez pas, l'argent est là. Un signe positif, c'est qu'on a nommé présentement Marie-Claude Bibeau, qui est la première femme ministre de l'Agriculture. C'est la première fois que c'est une Québécoise qui est ministre de l'Agriculture au Canada. Ça n'est jamais arrivé. Donc, je pense que c'est un indice qu'on a écouté les producteurs du Québec, particulièrement, et aussi dans le reste du Canada. Et puis, je pense que les mécanismes sont en train de se mettre en place. Les discussions ont bon terme. Moi, je parle avec des gens comme M. Gobeil, je parle avec M. Théberge, je parle avec M. Lampron au niveau national, je parle avec M. Perrault. En tout cas, ces gens-là, M. Letendre, tout ça, ils ont été assez surpris de voir le budget. Ils ont dit « Oups, on est content de voir ». Évidemment, on veut voir comment tout ce mécanisme-là va se mettre en place, mais ça va avoir lieu dans les prochains temps. Puis comme je te dis, je ne veux pas t'inventer une réponse, mais il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place. Puis on va connaître un peu plus la recette de comment ça va se traduire auprès des producteurs laitiers, qui aussi de la volaille aussi, c'est de la volaille. Mais oui, c'est ça. Des œufs et de la volaille. Donc, on va faire ce qu'il faut. Juste pour te donner un exemple, là, je vais faire mon petit secrétaire parlementaire de la petite entreprise et de la promotion de l'exportation. On a signé 14 accords dans 51 pays qui nous offrent l'économie mondiale de 62 %. On vient d'ouvrir le marché à 1,5 milliard de plus de clients. C'est beau de faire 2 milliards quotidiens d'échanges avec nos voisins du Sud, mais il faut regarder ailleurs. On est le seul pays du G7 qui a une entente avec chacun des pays. Et aussi, juste pour te donner, l'AECG, qui était l'accord, avec les Européens, le trafic au port de Montréal a augmenté de 9 % dans cette année-ci. Ça veut dire que lorsqu'on ouvre à l'exportation,
puis qu'on peut faire rentrer des marchandises, puis que ça soit dans les deux côtés, je pense qu'on va y être gagnant. Seulement 12 de nos entreprises au Canada exportent. On voudrait doubler ce montant-là jusqu'à 24 Seulement 16 des femmes sont propriétaires d'entreprises. On voudrait doubler le montant aussi. Parce que quand les femmes vont bien en entreprise, le Canada va bien en entreprise. Donc, avec la petite entreprise, la promotion d'experts, avec la ministre Inc., moi, je fais le tour de plusieurs régions du Québec, puis aussi dans les Maritimes, pour dire aux gens, il y a des mécanismes qui sont en place. On veut vous exporter davantage. On a plusieurs services à vous offrir. Il y a 14 ministères et organisations qui sont regroupés dans la même pool. Je peux employer l'expression anglaise. Allez voir sur innovation.canada.ca, innovation.canada.ca, et vous êtes à même de constater les services qui sont offerts. On a beaucoup de services à offrir, mais les gens ne le savent pas. Donc, moi, c'est ma job de dire au monde, allez voir sur ce site-là, puis si ça ne fait pas, appelez-moi, je vais vous donner plus d'informations. EDC, la Banque de développement du Canada, les 161 délégués commerciaux autour de la planète, Futurpreneur pour les plus jeunes, l'entrepreneuriat pour les femmes, pour les Autochtones. Donc, on a plusieurs mécanismes qui sont en place et on est là pour faire de business. J'ai complètement dévié de sujet. Non, mais c'est correct. Je trouve ça intéressant parce que ça m'amène à ma prochaine... Oh. Je veux comme revenir un peu là-dessus parce que je trouve ça intéressant qu'on ouvre les marchés. Mais cependant, ça ouvre aussi nos marchés ici. Oui. Sauf que je voulais dire à nos téléspectateurs qu'on a toujours le choix d'acheter local. Oui. La petite vache bleue, acheter du lait du Québec et du Canada aussi. Des fromages, tout ça. Puis ça m'amène à me parler de ton nouveau rôle de secrétaire parlementaire. Oui. Là, ça fait un petit bout que tu es là. Oui. Comment ça a été d'embarquer là-dedans puis de prendre les responsabilités? Puis je veux dire, au début, ça devait être... Oui. J'ai une image, je parle en image. C'est comme, je suis habitué avec une plus petite voiture, puis là, je conduis un autobus. OK. Le volant est de la même grosseur, mais il faut s'adapter au ballon. Ouais. Puis comment ça fonctionne, puis avec qui tu fais affaire, puis quel est le message que tu dois... Récemment, j'étais à Laval, j'ai fait le tour de quelques comtés, 2 comtés. Je me promène un peu partout pour dire la bonne nouvelle, entre guillemets, qu'on est ouvert pour faire du travail. Donc, informer les gens sur les services. Puis les gens, ils pensent qu'un secrétaire parlementaire, bon, ça me fait passer le temps. Je suis très impliqué par les décisions avec la ministre. À toutes les semaines, on a une réunion avec tous les sous-ministres autour de la table. Puis moi, je donne mon opinion. Le 26 millions ou le 100 millions, mais surtout le 26 millions qui était accordé au Québec, j'ai joué un rôle important là-dedans. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte, puis c'est pas... Je ne me tirerai pas les bretelles avec ça, mais ils ont dit, à force que tu nous dises que les argents qui ne sont pas disponibles pour les petites et moyennes entreprises, on a compris, et voici, va annoncer qu'il y a 26 millions qui vont être mis dans l'entreprise au Québec pour l'acier et l'aluminium. Bon, ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose. J'ai accès, évidemment, à beaucoup plus des gens quand j'appelle, puis c'est le secrétaire parlementaire qui parle, c'est différent. Donc, du simple rôle de député à secrétaire parlementaire, ça donne une traction différente. Okay. Je le vois par les gens aussi dans le lobby, puis les gens au gouvernement, le regard est différent. Ça a changé parce qu'on a des réunions de différents groupes. Les secrétaires parlementaires, on se réunit assez régulièrement. Pour vous donner une image, une bouteille, il y a 338 députés dans la bouteille. Dans le goulot, il y a 35 ministres et 35 secrétaires parlementaires. Je suis dans le goulot. Ouais. C'est bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça m'amène à ma prochaine et dernière question. Mais qui pas déjà? Ben oui, ben là, bon, on doit quand même, je te laisse quand même un peu de temps. On sait qu'on est dans une année électorale. Oui. Bon, premièrement, est-ce que tu as l'intention de te représenter? Tout à fait. Tout à fait. Comment tu entrevois ça? Parce que là, toi, tu as été élu lors d'une partielle, mais là, c'est pas la même chose d'une élection générale. Parce que tu as le mot d'ordre, tu portes en fait tout ce que le parti veut apporter, puis en même temps, tu dois te distinguer au niveau local avec une approche terrain pour nous dire qu'est-ce que concrètement tu peux apporter pour le comté Lac-Saint-Jean. Très bonne question, M. Turcotte. Quand j'ai eu l'élection partielle, c'est une autre différence parce qu'on dirait que c'est comme toi qui as tout ça sur les épaules parce qu'il y avait évidemment la légalisation du cannabis. En passant, ça n'a pas fait un gros choc. Oui, moi je l'avais dit, c'est le bug de l'an 2000. Exactement. Ce que ça a fait, j'entendais quelqu'un l'autre jour qui disait dans les polyvalentes, on n'a pas vu de changement. Dans les rues, il n'y a pas plus de différence que c'est. Donc, quand j'étais en campagne électorale, j'avais ces dossiers difficiles-là. Maintenant que ça va être une élection générale, comme tu l'as dit, il faut que je me distingue de manière plus locale. Ouais. C'est sûr que le soir, la télévision, ça ne sera pas moi qui va passer souvent. Ça va être beaucoup plus les chefs. Ça dépend quelle émission tu écoutes. Ah, c'est vrai. C'est parce que là-bas, à Ottawa, dans mon appartement, je n'ai pas accès à la télévision câble. Sur le web. Sur le web. Bon, 2-0 pour toi. Ce que je voulais dire, c'est que cette élection-là qui vient et que je vais affronter avec beaucoup
beaucoup de hardiesse, voilà. J'ai pas peur de me présenter encore en élection parce qu'il y a encore des points à faire bouger. Vous savez, mon comté, géographiquement, est 2 fois plus grand que la Belgique. Il y a 38 municipalités qui la composent. Je me promène dans toutes les localités pour rencontrer les gens. Donc, c'est ma 5e élection dans les 10 dernières années. Donc, moi, je suis un joueur de play-off. Quand ça arrive à la fin d'une série, c'est là que j'aime ça. Et puis, je vais me présenter encore une fois sous la bannière libérale parce que je crois je suis dans le bon parti, je suis convaincu. L'autre affaire, c'est que, oui, je ne peux pas aborder ça de la même manière. Donc, c'est beaucoup plus mon image que je devrais mettre en évidence dans la campagne qui s'en vient. Puis, j'aurai évidemment à traduire là, les actions qui ont été posées, puis surtout, ce qui s'en vient dans le futur. Ouais. Tout le travail qu'on a fait depuis les 4 dernières années ou que le gouvernement a fait, je ne peux pas croire ça va tomber d'un coup sec. Parce qu'on est en progression. Il y a plusieurs dossiers qui sont en train de se régler. Il faut que les gens considèrent qu'ils nous donnent encore la confiance qu'ils nous ont donnée dans le premier mandat. M. Trudeau est un jeune premier ministre. Ça fait juste 3 ans et demi qu'il est premier ministre. C'est un gars, il a ton âge. Ouais. Et je peux dire qu'il y a une charge assez solide. Les gens vont pouvoir... moi aussi. Oui, c'est vrai, tu as une bonne famille aussi. M. Trudeau est un humain, comme toi et moi. Il peut améliorer son jeu. Il a fait certaines affaires que peut-être qu'ils ne reproduiront pas. Je pense qu'on regarde la campagne avec beaucoup d'optimisme. Puis je vais vous dire une chose. L'importance de la campagne électorale cette année, elle va se jouer au Québec. C'est au Québec que l'élection va se gagner. Et puis là, si on arrive avec un nombre de députés supplémentaires à ce qu'on est présentement, on va jouer un rôle encore un peu plus important dans le gouvernement, puis on va pouvoir avoir les destinées. Juste dans notre caucus du Québec, on a 9 ministres, dont le premier ministre. Ouais. Donc, je pense que c'est important de leur faire confiance. M. Trudeau est un Québécois. Les autres, moi, je ne voterai pas pour les autres, parce que c'est sûr, je ne suis pas du même bord, mais je pense que les gens vont s'identifier beaucoup plus à Justin Trudeau, qui est un jeune premier ministre, qui est un gars qui a plein d'énergie encore à donner. Je pense qu'on a un beau 4 ans qui s'en vient. Et moi, j'ai l'intention de faire encore un 4 ans. J'ai 60 ans, je suis encore dans ma prime jeunesse. Et puis, j'ai l'intention, encore une fois, de servir les citoyens du mieux que j'ai pu. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous donne rendez-vous l'automne prochain, lors de la campagne électorale. Ça me fait plaisir. On vous recevra et on recevra aussi vos adversaires. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement à M. Hébert et vous pourrez répondre à ses citoyens. Je pense que... Je suis disponible. J'ai un bureau ici à Delbourg-Mistassini. J'en ai un à Alma, puis j'en ai un à Robertval. Et voilà, tout est dit. Merci et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accent et merci. Bonne semaine.